Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir pour cette masterclass ce matin sur le sujet des BSPCE. Comme d'habitude, on va attendre que tout le monde se connecte pour qu'on soit le plus grand nombre à pouvoir échanger sur cette thématique. Et cette masterclass ce matin qu'on a organisée avec Legals France, l'idée c'était de pouvoir vraiment vous donner un maximum de conseils, que ce soit des conseils pratiques sur qu'est-ce que l'actionnariat salarié, quelles sont les différentes mécaniques juridiques, parce qu'il en existe plusieurs, hein, pour pouvoir intéresser ces salariés au capital, quelles sont les spécificités pour les startups de la mise en place de ces mécaniques juridiques. Notamment, il y en a une, hein, et vous la connaissez peut-être très certainement, ce sont les BSPCE, les bons de souscripteurs de parts de créateurs d'entreprises, bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, qui sont clairement la mécanique la plus utilisée dans les startups. Mais on va y revenir, on va en parler. Donc, vous pouvez échanger avec moi directement via le chat. Hello Stéphanie, hello à tous. Vous pouvez vous présenter rapidement si vous le souhaitez, poser vos questions ici dans le chat, comme ça, on pourra y répondre et j'espère que vous pourrez en tirer un maximum d'informations concrètes, pratiques sur les aspects techniques. C'est un sujet qui est un sujet à la frontière entre du juridique, de la fiscalité, de l'opérationnel RH et du financier. Donc, c'est un sujet qui mixe pas mal de choses assez intéressantes, mais qui ont quand même le mérite d'être complexes. Donc, ce qui, pour le coup, mérite d'être vulgarisé et d'être simplifié. Donc, comme je l'ai dit, la thématique ce matin pour nous, c'est de savoir comment pouvoir partager le capital de votre société avec vos salariés, mais que ce soit des salariés aussi, pourquoi pas des advisors. Et ça aussi, c'est la mécanique juridique qui pourra différer en fonction de à qui vous allez donner du partage du capital, à qui vous allez intéresser au capital vos salariés ou advisors. Pour ça, j'ai préparé une petite présentation pour nous ce matin. L'idée, c'est de pouvoir la balayer ensemble, de répondre aussi à toutes vos questions. Donc, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à vous la poser dans le chat, où vous avez aussi questions et réponses pour rendre l'intervention la plus interactive possible. Mais si on commence directement, ici, notre webinaire ce matin, c'est comment recruter et fidéliser ses équipes grâce au BSPCE. Mais avant de rentrer évidemment dans le détail de ce que sont les BSPCE, les conditions, les bonnes pratiques, l'idée c'est de pouvoir quand même balayer quelques notions essentielles ensemble, en commençant par la raison pour laquelle on va partager son capital. Il y a quatre principales raisons pour lesquelles vous allez partager votre capital quand vous êtes, vous, entrepreneur, vous créez votre structure et vous avez une question de recrutement qui va se poser et vous demandez est-ce que vous allez intéresser au capital vos salariés ou non. En tout cas, ce qui participe à la raison pour laquelle vous allez partager votre capital avec vos salariés, c'est évidemment la question du recrutement, la question de l'attractivité, la question de la compétitivité aussi euh, dans un domaine où il y a quand même une certaine concurrence dans les recrutements, que ce soit entre les sociétés, donc entre les startups elles-mêmes, mais aussi que ce soit des grands groupes, que ce soit tout acteur qui a vocation à chercher et recruter des talents, hein, évidemment, pour pouvoir créer de la valeur pour pouvoir participer à la réussite de leur projet. Mais la différence assez importante qu'il peut y avoir entre vous, startup relativement jeune et avec un grand potentiel de croissance, versus une société déjà bien établie avec beaucoup de moyens pour pouvoir attirer des talents, c'est quand même la partie salaire de ce que vous pouvez offrir. Et donc là, il y a une vraie question de compétitivité. Bon, il n'y a pas uniquement la partie financière qui peut jouer, évidemment, il y a toute la partie impact et autres, d'autres arguments qui sont les vôtres pour vous qui avez une startup avec un fort potentiel. Mais c'est la raison pour laquelle le partage du capital est un argument hyper intéressant pour les startups telles que les vôtres, pour pouvoir concurrencer, en tout cas être d'autant plus compétitif vis-à-vis d'offres de structures plus établies et plus grandes, que ce soit encore une fois, des grands groupes ou que ce soit aussi des sociétés déjà bien établies. Donc ça, c'est le premier point, hein, c'est participer à la logique d'attractivité, partager aussi à la logique de compétitivité. Il y a une question de marque employeur qui peut y venir. On a fait un webinaire d'ailleurs il y a une semaine, enfin la semaine dernière, c'était avec Kimono sur tout ce qui est valeur et ce qui est aussi en lien un peu avec la logique de partage du capital, mais pas que. On vous invite à retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube qui pourra compléter cette masterclass.
Le deuxième point, évidemment, le deuxième point, c'est d'engager et de fidéliser, vous, vos collaborateurs, en leur partageant le capital, où il y a aussi une vraie logique d'appartenance, le fait d'adhérer à la société, à ses valeurs et autres, qui permet justement d'avoir un sentiment d'appartenance et de fédérer autour du projet, ce qui participe à la fidélisation et à la rétention de ces talents au sein de votre structure. Clairement, le partage du capital peut y contribuer parce que c'est sur des temps longs, on va le voir aussi, et c'est sur une logique de les engager sur pouvoir également toucher une partie de la création de valeur à laquelle ils ont participé. Ça, c'est plutôt en lien avec le quatrième point. Mais avant même d'aller sur ce quatrième point, sur le troisième, la logique qui est celle d'alignement des intérêts, qu'est-ce que l'alignement des intérêts? L'alignement des intérêts, c'est en lien avec les parties prenantes. Donc, on sait que dans un projet tel que le vôtre, les parties prenantes, ce sont lesquelles? Ce sont d'abord vous, l'équipe fondatrice, qui regroupe les différents fondateurs et qui est à l'initiative de la création de votre projet et aussi en grande partie à l'initiative de sa réussite. Mais également, c'est un sport qui se joue, c'est un sport collectif, donc qui se joue à plusieurs. Et la raison pour laquelle il y a d'autres parties prenantes, notamment il y a parties prenantes qui peuvent être les investisseurs, qui sont les investisseurs et actionnaires de la société, qui vont, eux, vous aider financièrement, mais aussi en termes de conseils, d'expertise et autres. Donc, c'est la deuxième partie prenante dont on peut parler. Et la troisième, évidemment, c'est vos équipes. Ce sont vos équipes, ce sont vos salariés, vos collaborateurs qui, eux aussi, sont là, créent de la valeur, participent à la réussite du projet, évidemment. Et cette notion d'alignement des intérêts, c'est de se dire que si chacune de ces parties prenantes détient du capital et a du capital, elle est forcément intéressée au fait qu'il y ait une croissance de valeur et à laquelle chacun pourra y toucher à un moment une partie. Et donc, c'est cette logique-là, le fait que le capital puisse augmenter, donc la valeur capitalistique de la société puisse augmenter, que ce soit via l'augmentation du chiffre d'affaires, du nombre de clients, etc. Toutes ces données qui participent à créer de la valeur avec une logique capitalistique, hein, évidemment, sur cette partie, qui est un petit peu différente de la logique d'impact ou d'autres éléments qu'on peut également mesurer, qui sont tout aussi importantes pour la plupart des projets, notamment aujourd'hui. Mais si on revient sur cette logique, l'idée, c'est de se dire, voilà, tout le monde va être aligné sur le fait que la réussite du projet puisse se matérialiser et se monétiser d'une certaine façon via le capital, d'où la notion de partager le capital avec les salariés, ce qui permet de les aligner également avec les fondateurs, donc vous, avec les investisseurs qui vont financer votre projet, qui ont du capital, et donc les collaborateurs, eux, en ont aussi, ce qui permet à tous d'être dans le même sens avec une vision qui se rejoint. Et évidemment, à la fin, il faut que ce soit également avec quelque chose en retour, donc une logique de retour sur investissement, si on veut. La différence pour les salariés, c'est qu'eux, ils investissent du temps, des efforts, là où des investisseurs peuvent, eux, investir de l'argent, certes des conseils et autres, mais vous voyez l'idée. Et l'idée de récompenser, c'est au travers de monétiser ce capital. Ça peut se faire de deux façons. C'est soit sous forme de distribution de dividendes. Donc, autant vous dire que dans des startups, la logique très, très, très majoritairement, ce n'est pas ça, hein. C'est plutôt le second moyen de pouvoir monétiser le capital, c'est-à-dire la vente des actions, et donc de monétiser à l'occasion, généralement, soit d'une entrée en bourse, soit la revente de la société. Mais c'est plutôt dans cette perspective qu'il y a une logique de récompenser au travers de l'actionnariat salarié et du fait d'être intéressé au capital. Donc, si on résume, vous mettez en place généralement cette logique de partage du capital pour recruter, fidéliser, aligner les intérêts avec les autres parties prenantes et évidemment récompenser sur du long terme. Donc, tout ça, c'est pourquoi vous allez mettre en place votre logique de partage du capital. Les autres éléments aussi à avoir en tête, c'est le capital de la société. Vous savez que quand vous créez votre structure, il est composé en différentes actions. D'ailleurs, pro tips là-dessus, quand vous créez votre SAS, parce que c'est une SAS, quand vous allez mettre en place, vous, les logiques de partage du capital, quand vous créez votre projet, que vous avez vocation à partager votre capital avec des salariés, mais également peut-être faire entrer des investisseurs au sein de votre société, la forme sociale la plus adaptée est celle qui est quasi unanime pour tout porteur de projet qui se lance dans l'aventure, ce sont des sociétés par action simplifiées ou alors des sociétés par action simplifiées unipersonnelles. C'est la même chose, mais qu'avec un seul actionnaire quand on est seul fondateur ou fondatrice, par exemple. Mais pour revenir au capital, le capital, lui, donc il est créé, il est divisé donc en
plusieurs actions. Donc là aussi, on a la continuité du prototype. Donc prototype 2, c'est prévoyez une valeur nominale de l'action qui a 1 centime, avec un capital de 1 000 euros, ce qui fait que vous avez un capital de 100 000 actions. Très bien. Mais ensuite, comment la valeur de l'action est-elle définie? Bah, elle va être définie, cette valeur de l'action, par rapport à certaines opérations. Typiquement, que ce soit une levée de fonds avec l'entrée de nouveaux investisseurs, où il y a une fixation de la valorisation qui peut se faire. C'est comme ça qu'on va en découler, en déduire, sur la base de cette valorisation-là, le prix de chacune des actions auxquelles vont souscrire ces nouveaux investisseurs, par exemple, dans le cas d'une augmentation de capital, ce qui permet de pouvoir fixer la valeur de marché de la société. Et ça, c'est hyper important à l'avoir en tête parce que ça va aussi déterminer si nous, on a du capital quand on est salarié, et ben, ça va déterminer. Moi, aujourd'hui, j'ai par exemple des BSPCE qui me donnent le droit d'acheter des actions, mais on va y revenir, à un prix de 10 euros. Si demain ou après-demain, la société est valorisée bien plus, de manière bien plus importante, et donc le prix par action qui en découle, euh, moi, quand on me l'a donné, le BSPCE, la valeur, c'était 10 euros par action. Demain, c'est 100 euros. Ben, je vais pouvoir gagner potentiellement une plus-value de 90 euros entre le prix de 10 euros, qui est celui avec le prix d'exercice des BSPCE, du prix de l'action qui découle de la valorisation future en fonction. Mais s'il n'y a pas de levée de fonds, ce n'est pas grave non plus. La valeur de la société peut être définie. Il y a des applications, des méthodologies qui peuvent être utilisées pour pouvoir valoriser votre société. Mais en tout cas, quand vous êtes à un stade de maturité, et notamment pour vous, start-up, c'est hyper important de l'avoir en tête. La valorisation de la société, elle va se faire par le marché, soit des opérations, que ce soit encore une fois levée de fonds, que ce soit aussi la cession d'actions qui peut définir une valeur de référence. Bref, tous ces éléments pour aussi faire le distinguo entre les deux éléments qui suivent. C'est-à-dire que les sociétés, ce sont des sociétés privées. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui ne sont pas, donc, à contrario des sociétés publiques. Sociétés publiques, bien avoir en tête, ce pas des sociétés qui sont détenues par l'État, c'est des sociétés qui sont cotées sur un marché réglementé, public, comme Euronext, le Nasdaq ou d'autres, et qui permettent de pouvoir avoir une cotation, c'est-à-dire avoir une valorisation au jour le jour en fonction de quand est ouvert le marché, de pouvoir surtout aussi, notion ultra importante ici, avoir de la liquidité, c'est-à-dire permettre de pouvoir vendre des actions, voilà, avec un acheteur et d'organiser justement le prix et la vente de ces actions au travers de ces différents marchés. Donc ça, ce sont des sociétés dites publiques, donc des sociétés cotées plutôt, et à contrario, pour le coup, les sociétés privées, elles n'ont pas ces logiques de marché et de valorisation. D'où ce qu'on se disait sur la valeur des actions et d'où aussi l'importance d'avoir en tête qu'il n'y a pas de liquidité. Pour des sociétés privées, il faut trouver un acheteur. Donc, il faut trouver cette liquidité. Souvent, ça peut se faire au travers et à l'occasion d'événements de liquidité qui peuvent être des levées de fonds où là peuvent s'échanger éventuellement des actions, enfin vendre et acheter, au même titre qu'il y a des actions nouvelles qui sont émises et qui sont achetées par des investisseurs qui rentrent au capital. Tous ces éléments-là sont à avoir en tête parce que ça va être des éléments de compréhension hyper importante dans la logique de communication vis-à-vis de vos salariés quand vous mettez en place, vous, une logique de partage du capital et on va voir via quelle mécanique et selon quelles conditions juste après. Mais cette notion de société privée, donc c'est-à-dire qu'il faut trouver un acheteur pour pouvoir monétiser votre capital, c'est vrai à la fois pour les salariés, mais c'est vrai aussi pour les investisseurs et c'est vrai évidemment pour vous aussi, donc qui détenait du capital en tant que fondateur, fondatrice. Et ça revient à la logique d'alignement des intérêts, où il faut trouver justement des moments de liquidité où tout le monde peut vendre, raison pour laquelle, en théorie, le principe, quand on partage le capital, c'est tout le monde est aligné sur la réussite de la société pour qu'à un moment, il y ait une monétisation, que tout le monde puisse bénéficier du fruit de la création de valeur à laquelle chacun a pu contribuer. C'est ça un peu cette logique. Souvent, ce moment, il se définit avec le mot d'exit. L'exit, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir être coté en bourse ou alors de pouvoir revendre la société avec une logique de rachat, de M&A. Statistiquement, il y a beaucoup plus de logique de rachat de M&A que d'entrée en bourse, surtout en France, pour des sociétés françaises. Malheureusement, peut-être ça va évoluer. Mais aussi, statistiquement, ça aussi, c'est quelque chose à avoir en tête. Il y a plus de chances que ça ne vale rien parce qu'il y a, quand on dit 10 startups qui se lancent, il y en a 9 qui meurent, en tout cas qui n'aboutissent pas, et il y en a peut-être une qui va réussir. Il y a ça aussi à avoir en tête. Parce qu'il y a également beaucoup de biais où il y a eu pas mal d'articles qui ont pu circuler autour du fait que ben,
en fait, les BSPCE, c'est un peu un mirage. Il y a notamment un article du Monde qui mentionnait ça, mais c'est en lien aussi avec cette logique de réussite. C'est-à-dire que vous, quand vous allez recruter, et on va y venir sur la partie communication, mais l'idée, c'est d'être relativement transparent sur le package que vous pouvez offrir, que ce soit en termes de salaire, de bonus, et ça fait le lien justement avec la slide suivante où il faut bien différencier entre le salaire et le capital. euh, du fait que intéresser au capital, ça ne veut pas forcément dire vous assurer demain de devenir millionnaire parce que vous avez une société qui va exploser, on vous le souhaite, hein, en termes de potentiel. Et donc, forcément, si vous donnez du capital aujourd'hui, demain, ça assurera à la personne qui vous rejoint d'avoir un très beau patrimoine à l'issue de cette expérience. Donc, évidemment, faire des promesses comme ça sur la comète, c'est pas le meilleur moyen de pouvoir mettre en avant la logique de partage du capital, mais vous le savez, et je pense que c'est quelque chose qui est assez commun, mais autant se le préciser pour éviter des frustrations potentielles et de faire en sorte que quand quelqu'un vous rejoint, il sait le risque qu'il peut éventuellement prendre quand il rejoint un projet jeune versus de rejoindre un projet beaucoup plus mature qui peut lui assurer un certain confort. Mais à l'inverse, il n'y aura peut-être pas d'éléments que vous allez pouvoir lui proposer, c'est-à-dire une notion d'impact, une notion aussi d'intéressement au capital, évidemment, qui peut potentiellement demain valoir beaucoup. Et vous pouvez quand même, et vous devez de toute façon offrir un salaire relativement convenable qui permet de vous mettre d'accord sur le fait que cette personne vous rejoigne. Mais là aussi, si vous allez proposer, vous, un package de rémunération en startup, généralement, la logique financière, donc dans le package de rémunération, elle se résume en deux volets. Il y a le premier volet qui est le salaire, et il y a le second volet qui est le capital, vraiment sur cette logique financière. Je mets à part la partie avantage, que ce soit les conditions, modalités de travail, du remote, que ce soit aussi les tickets restaurants, que ce soit Swell ou peu importe. Bref, vous voyez l'idée. Donc, si on revient sur salaire versus capital, ici, à retenir, on est sur une logique qui est quand même très, très différente. Et pourquoi l'avoir en tête et bien faire la différence? C'est parce que quand on a une personne qui n'est pas forcément habituée à pouvoir recevoir du capital, en tout cas avoir une mécanique qui permet d'être intéressé au capital, il peut y avoir des confusions sur le salaire, la rémunération avec le capital qui peut être donné. Pourquoi? Parce que regardez, vous voyez les différents éléments entre l'un et l'autre. D'ailleurs, ça, c'est issu d'un article que vous pouvez retrouver sur notre blog côté Seed Legals. Mais quand on prend le salaire, c'est quelque chose qui est fixe. Vous devez payer tous les mois. C'est quelque chose qui peut être variable éventuellement selon votre poste et de ce qui se pratique au sein de la société. Par exemple, pour des commerciaux, que ce soit des bonus mensuels, trimestriels, à l'année, peu importe. Mais c'est une logique qui est court terme. C'est une logique qui a vocation à être certaine. Et c'est une rémunération qui est liquide, évidemment. Vous êtes payé, vous pouvez dépenser comme vous le souhaitez cet argent tombe sur votre compte en banque. Mais c'est pas quelque chose qui va changer fondamentalement votre vie, d'où l'aspect un peu de game changer. Et si on prend justement ces différents éléments et qu'on les applique sur la partie capitale, à la différence du salaire, c'est quelque chose qui est complètement incertain. C'est quelque chose qui est sur du long terme, généralement, c'est 4, 5, 7 ans, voire plus, ou potentiellement ça n'arrivera jamais, d'où la logique d'incertitude en lien avec cette logique de monétisation. Et c'est quelque chose aussi qui a un mécanisme financier qui est assez complexe, d'où le fait qu'on puisse réaliser cette masterclass et aller un peu plus en détail sur la mécanique et comment ça peut fonctionner, le partage du capital. On reste là, on est toujours dans la partie pourquoi et les différences entre le salaire et le capital, mais vous voyez l'idée, et c'est une question qui n'est pas liquide. C'est une rémunération, d'ailleurs, le terme rémunération n'est pas forcément bon ici, mais c'est une logique, une contrepartie qui est illiquide. Illiquide, on revient à ce qu'on s'est dit sur le fait que ce soit des sociétés privées, donc qui est une valorisation qui est fixée à l'occasion de certains événements et qu'il n'y a pas de marché réglementé qui permettent d'organiser cette liquidité. Il y avait des plateformes de secondaire qui s'étaient créées et qui ont permis de pouvoir faire ça. C'était notamment Caption qui était à l'initiative au début de cette partie-là. Ils ont un peu pivoté, mais voilà, il n'y a pas de logique, il faut trouver un acheteur en face. Et ce qui est vrai, encore une fois, pour toutes les parties prenantes, les fondateurs, fondatrices, les investisseurs et les salariés qui seraient intéressés au capital. Mais demain, ça peut être aussi un game changer. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un projet, il y a des exemples qui sont issus en France de beaux parcours d'entreprise. Il y a le premier exemple le plus frappant, c'est notamment celui de Criteo. Donc, Criteo, que vous connaissez peut-être, qui a été créé par Jean-Baptiste Rudel, qui a notamment créé aussi, euh, j'ai oublié le nom, mais peu importe, le think tank
permet justement de démocratiser un petit peu plus les éléments autour de l'écosystème. Euh, et donc, Criteo est entré en bourse, je crois que c'était en 2013, et a permis à certains salariés qui étaient là au tout début de l'aventure de devenir millionnaires et d'avoir un vrai retour sur investissement par rapport au fait, un, qu'ils aient rejoint l'aventure quand c'était risqué, c'est-à-dire quand le projet était assez jeune, deux, d'être resté jusqu'au moment de l'entrée en bourse de la société, donc ce qui permet de récompenser aussi toute la création de valeur à laquelle ils ont participé et le fait qu'ils aient été fidèles en étant restés dans le projet. Et trois, du coup, ça rejoint la logique de récompense dont on parlait dans les précédentes slides, et là de le monétiser. Donc ça a été monétisé dans ce cadre-là, et ce qui permet forcément d'avoir un retour qui est un retour significatif en termes de retour financier, et ce qui permet éventuellement, et je pense, de changer quand même pas mal la donne quand on est dans ce cas de figure. Et donc ça, c'est vraiment la différence à avoir entre salaire et capital. Si on passe ensuite euh, aux pratiques et aux données sur comment fonctionne l'actionnariat salarié en startup, hein. Chaque année, on fait notre baromètre, c'est le baromètre de l'actionnariat salarié Seed Legals. Je vais vous le partager, on va regarder ça ensemble, ce qui permet de pouvoir bien comprendre sur déjà quelles sont les mécaniques juridiques utilisées par les startups et mises en place. Bon, le titre de la masterclass ce matin, je pense, vous en dit un petit peu plus. Ce sera les BSPCE sans grande surprise, mais c'est important de l'avoir en tête. Et ensuite, quelles sont les conditions qui peuvent être mises en place, mais également aussi quel est le pourcentage du capital qui va être réservé aux salariés en fonction de quel moment. Voilà, on va rentrer un peu dans ces éléments et ce niveau de détail ensemble. Et également la question qui peut se poser, mais c'est comment je vais construire moi la politique de partage du capital au sein de mon entreprise. Est-ce que je donne à tout le monde? Est-ce que je donne qu'à certaines personnes? Ça dépend. Et on va voir ça ensemble. Donc ça, vous pouvez retrouver hein, ce baromètre sur notre blog, vous pouvez le télécharger et regarder un peu tous les éléments. On l'avait fait en partenariat avec une bonne partie de l'écosystème. Et donc, déjà, pourquoi partager le capital de sa startup? Ça revient aux premiers éléments dont on avait parlé là à l'instant. Et ben, la majorité, comme vous le voyez ici, une grande majorité, c'est d'impliquer les salariés. Donc, ce qui peut paraître aussi intéressant hein, à mettre en perspective par rapport à ce qu'on se disait, une logique d'attractivité et d'intéresser les, les, les salariés au capital, c'est pour attirer des talents. Ça vient justement attirer des talents, ça vient après. De notre sondage, c'est vraiment plutôt les impliquer, de les récompenser, mais aussi de les fidéliser. Il y a une logique de fidélisation. Donc forcément, ce qui vient de pair, il faut quand même les attirer, hein, les talents autour de votre projet. Et ça, c'est en lien avec votre vision. Mais est-ce que vraiment c'est uniquement la partie partage du capital qui va y jouer? Là, selon le baromètre qui est le nôtre, auquel ont participé à la fois les salariés et les entrepreneurs, ce qui vient d'abord, c'est les impliquer. Une bonne compréhension des enjeux de la startup, de comment fonctionne justement le projet et quelle est l'ambition. Certainement, le partage du capital y participe et y contribue. Ensuite, quand est-ce qu'on va mettre en place des BSPCE? Si on regarde justement le baromètre et les résultats de ce baromètre, c'est en fonction évidemment de la maturité. La majorité des startups qui n'ont pas mis en place un plan de partage du capital, généralement, c'est parce que le projet est trop jeune. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au tout début, évidemment, si vous n'avez pas la question qui se pose de pouvoir recruter un collaborateur, et ben forcément, vous n'avez pas non plus la logique de partage du capital qui va venir à ce moment-là. Cette logique vient de pair avec vos premiers besoins de recrutement, raison pour laquelle souvent un plan de BSPCE peut être concomitant à une levée de fonds, que ce soit d'abord avec des BSR ou d'abord avec une augmentation de capital, que ce soit en pré-seed ou en seed. Mais vous voyez, ensuite, ça augmente assez rapidement. Pré-seed, donc il y en a 11%, ensuite seed 45%, donc quasi une sur deux. Et après, c'est quasi la totalité en série A qui va se poser au moins cette question de la mise en place de dispositifs d'actionnariat salarié. Donc ça, c'est des notions à avoir en tête. Quel est le pourcentage? On va le voir ensuite, mais avant ça, aussi, c'est quoi les différentes mécaniques qui existent en France pour partager le capital? Donc il en existe plusieurs. Comme vous le voyez ici, donc il y a les BSPCE qui sont l'outil le plus utilisé par les startups pour une simple et une bonne raison, c'est que les BSPCE, bon, souscription de part de créateurs d'entreprise, c'est un dispositif qui est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge
à mettre en place, enfin, en tout cas à payer plutôt que en place. Il n'y a pas de charge à payer, que ce soit à la fois pour la société émettrice, donc pour l'entreprise, et également pour le salarié. Salarié bénéficiaire, lui, ne paye pas de charge non plus. Il paiera des impôts si et uniquement si il y a une monétisation demain, c'est-à-dire s'ils vendent l'action sous-jacente qu'ils auront achetée avec l'exercice des BSPCE, là, et qu'il y a une plus-value qui est générée, effectivement, il peut y avoir de l'impôt. Mais il n'y a pas d'impact en termes de charges, contrairement aux AGA, qui sont les attributions gratuites d'actions, et aux stock options, qui sont l'équivalent en termes de mécanique des BSPCE, ce sont des options, c'est-à-dire le droit d'acheter une action à un prix fixé lors de l'attribution du bon ou de l'option. Et donc, c'est un droit d'acheter une action. Ce n'est pas je te donne une action gratuitement, comme c'est le cas des attributions gratuites d'actions. Donc, les trois BSPCE, attribution gratuite d'actions et stock options, ce sont les trois mécaniques qui sont les mécaniques réservées aux salariés, donc des régimes dits qualifiés, et qui sont les mécaniques d'actionnariat salarié permettant de partager votre capital avec les salariés. Je mets de côté le plan de participation au résultat de manière volontaire. Pourquoi? Parce que la logique de participation et donc d'intéressement, c'est plus une logique qui n'est pas une logique d'actionnariat salarié, parce qu'on ne va pas te donner de capital, on va juste donner un 13e mois selon les performances de la société au bout d'un an, c'est-à-dire annuellement, selon les performances annuelles de la société, on permet de participer et de redistribuer, justement, de partager la valeur créée avec cette logique de résultat. Mais c'est un peu comme une logique de 13e mois, à la différence où les BSPCE, les AGAR ou les stock options, eux, sont dans une logique long terme, comme on se le disait. Donc le plan participation résultat, c'est un peu hybride entre le salaire et l'actionnariat salarié, mais il n'y a pas de logique d'actionnariat ici, donc on met de côté le plan de participation au résultat. Pourquoi aussi, peut-être un dernier point sur cet élément, il y en a peu qui sont utilisés des plans de participation, parce que au tout début, quand on est une startup, encore faut-il pouvoir se permettre de payer en fin d'année ce 13e mois équivalent à cette participation au résultat et à la performance. On n'a pas de cash, on est avec un capital qui est un capital qui a toutes ses promesses, où généralement on détient une très grande majorité, en tout cas au tout début, quand on est entrepreneur, mais on a les caisses qui sont un peu plus vides que ce qu'elles pourraient être demain, en tout cas, avec la réussite du projet et la maximisation du chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que généralement, ça vient plus tard, le plan de participation au résultat, sachant que aussi, quand on dépasse les 50 salariés, c'est quelque chose qui devient obligatoire à mettre en place. Mais si on se concentre maintenant sur les trois principales mécaniques, il y en a une aussi dont on n'a pas parlé ici, ce sont les bons de souscription d'actions, les BSA. Ces BSA, pourquoi on ne les a pas mis ici? C'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas réservé aux salariés, c'est quelque chose où on pourrait justement intéresser les salariés au capital avec ça, mais il y a un risque de requalification en traitement et salaire, donc raison pour laquelle le risque ici est trop important pour pouvoir intéresser des salariés ou même des dirigeants, mandataires sociaux avec des BSA. Mais les BSA, c'est typiquement la mécanique la plus utile et la plus utilisée pour intéresser des personnes externes, des conseillers, des advisors, au capital de la société, d'ailleurs ce qu'on permet de faire sur ces légals, en plus des BSPCE et autres. Donc maintenant, sur les trois, quelles sont les différences entre BSPCE, AGA, stock option? BSPCE, AGA et stock option. Déjà, les BSPCE et les stock options, comme on l'a dit, ce sont la même chose d'un point de vue mécanique. C'est un droit d'acheter des actions à un prix fixé au moment de l'attribution. Donc, l'idée, c'est que, comme on se l'a dit dans l'exemple, si j'ai un prix d'exercice de 10 euros et que demain l'action vaut 100 euros et que je peux exercer mes BSPCE ou alors mes stock options, je vais acheter mes actions à 10 euros et je vais les revendre ensuite si j'ai une liquidité avec un acheteur, etc., comme on se le disait. Je vais pouvoir gagner une plus-value, générer une plus-value là qui est latente pour le moment tant qu'elle n'est pas monétisée de 90 euros, sans moins les 10 euros de prix d'exercice. Les stock options, pourquoi c'est pas utilisé? Vous voyez 2%, hein, parce qu'en fait, il y a des charges applicables. Donc, dès lors que vous êtes éligible au BSPCE, les BSPCE, effectivement, sont réservés à certaines sociétés. Donc, pareil pour les attributions gratuites d'actions et stock options, ce sont les sociétés par action. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, pour toute société. Donc, ce sont des sociétés par action, c'est-à-dire des SAS ou des SASU, voire des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par action. Mais les plus utilisés en termes de forme sociale, ce sont, encore une fois, les SAS ou SASU. Donc, dès lors que vous avez cette forme sociale, c'est bon. Vous pouvez être éligible au BSPCE, AGA ou stock option. Mais si c'est une SARL ou une URL, non.
vous n'êtes pas éligible. Raison pour laquelle il faudrait transformer la société en amont. Ça, d'ailleurs, on l'a vu hein, déjà avec quelques utilisateurs qu'on a accompagnés sur site légal. Ça pose pas trop de complexité, mais c'est juste des formalités en plus et des frais en plus là où on peut les éviter. Donc, maintenant, les stock options, il y a des coûts. Il y a des coûts qui ne sont pas pour les BSPCE. Les BSPCE, si vous avez une société, donc une société par action, mais qui est une société qui a moins de 15 ans, qui est détenue à plus de 25% par des personnes physiques, et vous répondez aux conditions d'éligibilité des BSPCE, telles que celle-ci, eh ben, vous pouvez mettre en place des BSPCE. Et donc, comme on l'a dit, c'est gratuit. C'est-à-dire, il n'y a pas de coût. Donc forcément, si vous avez la possibilité de bénéficier de l'éligibilité des BSPCE en tant que société, certainement, vous n'allez pas mettre en place des stock options. Ça n'a aucun sens. La différence ensuite avec les attributions gratuites d'actions et les BSPCE ou stock options, c'est que les attributions gratuites d'actions, comme son nom l'indique, c'est une promesse de donner des actions, donc gratuitement, sous réserve de certaines conditions. Donc, il y a des conditions de vesting, il y a des conditions aussi de conservation des actions. Pourquoi c'est moins utilisé que les BSPCE? Déjà parce que la logique de BSPCE, ça permet d'avoir cette logique de partager la valeur créée, mais au moment où on a rejoint le projet, donc pas forcément de bénéficier du gain d'acquisition qui est en gros le prix de l'action, comme dans une attribution gratuite d'action. Si je vous donne une action qui est de 10 euros, vous avez déjà gagné, entre guillemets, 10 euros quasiment. Bon, c'est un premier point, c'est un peu technique et c'est de la théorie, mais le principal point beaucoup plus pragmatique, ce qui justifie cette différence de mise en place, c'est surtout que les attributions gratuites d'actions, ça peut avoir un coût. Il y a des charges patronales qui s'appliquent si la valeur des actions qui sont données dépasse 40 000 euros, donc c'est le plafond de la sécurité sociale, c'est un peu plus, par bénéficiaire, et donc on va payer 30% sur ce qui est au-dessus. Mais cette valorisation et combien valent les actions sont toujours fixées un an après avoir donné les actions. Avant euh, cette première année, on n'a pas de charge ni rien, mais c'est au bout de cette première année, et quand on est dans des startups dont la valorisation peut augmenter très rapidement au bout d'un an, on est sur une logique où il faut faire des anticipations, combien ça pourrait nous coûter. Donc ça pose problème. Donc les charges potentielles. La mécanique n'est pas tellement adaptée à une logique aussi de croissance rapide de la valorisation de la société. Et enfin, il y a le fait que ce soit un peu rigide d'un point de vue vesting, donc les conditions que vous allez mettre euh, au fait que vous allez donner du capital. Parce que quand vous attribuez, que ce soit des BSPC ou des AGA, c'est tout le temps sous réserve de certaines conditions. Principalement, on va le voir ensuite, des conditions de présence dans la société qu'on appelle le vesting. C'est l'idée. Donc, ici d'ailleurs, on va se poser la question, on fait un petit pas en arrière, mais très bien, maintenant, on a dit, on veut intéresser au capital, on sait que ce sont les BSPCE qui vont nous être utiles, en tout cas le plus adapté à notre situation en tant que startup qui s'est lancé il y a peu, qui vient peut-être de lever des fonds déjà, ou qui est en cours de le faire, ou peu importe, qui se développe bien, qui ne va pas lever des fonds, mais qui a des enjeux de recrutement et qui souhaite partager le capital, combien réservé au capital? Comme vous le voyez ici, c'est assez clair, c'est une très grande majorité, plus des deux tiers, réservent entre 5 et 10%, enfin entre 0 et 5, entre 0 et 10%. Donc là, on voit qu'est-ce qui justifie que vous allez réserver plutôt entre 5 et 10% que moins de 5%. Et ben là, forcément, c'est une casuistique, ça dépend de vos besoins, vous, internes. Donc vous avez en tête que entre précis décide, donc selon la maturité du projet, c'est entre 5 et 10% du capital de ce qui est réservé. Mais qu'est-ce qui va justifier que vous êtes plutôt à 5% ou plutôt à 10%? Clairement, c'est en fonction de vos besoins de recrutement. Mettons, si vous avez un CTO que vous allez recruter ou un lead dev que vous recrutez, et ce ne sera pas un late founder, donc ce sera plutôt un salarié clé qui va vous rejoindre parce il va être payé, il aura son contrat de travail, un CDI. Et donc, pour ça, d'ailleurs, c'est des conditions d'éligibilité pour les BSPCE. Côté bénéficiaire, il faut être salarié, donc être sous CDI, généralement, ce qui fait le plus sens. Et également, c'est aussi disponible pour les mandataires sociaux, donc dirigeants et présidents. C'est éventuellement possible de pouvoir donner des BSPCE à des membres du board, mais c'est quand même spécifique, ça demande des spécificités à avoir en tête. Si on revient sur le pourcentage du capital,
et le recrutement de ce lead dev, et ben forcément, un lead dev, ça va vous coûter cher à la fois en salaire, et peut-être qu'en plus, le salaire, lui, il va devoir faire ce qu'on appelle un cut, donc faire en gros un effort sur le salaire selon le prix de marché auquel il devrait être payé. Mettons, lui, un lead dev, il devait être payé minimum 90 000 euros à l'année. Sauf que 90 000 euros brut à l'année, on revient allez, grosso modo à 180 000 euros chargés avec les charges patronales et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un coût hyper important. Vous ne pouvez pas le payer aujourd'hui, ce prix-là. Mais par contre, vous pouvez le payer 50 000 euros. Donc lui, il fait quand même une croix sur 40 000 euros, ce qui est énorme. Et donc en contrepartie, lui, il veut quand même, il se dit, bon, c'est pas grave, le plus important, c'est pas forcément la partie financière. 50 000 euros, ça me va pour le moment. Il pourrait y avoir des augmentations qui suivront, peut-être post-levée de fonds, en fonction de la maturité du projet, comment il évolue. Mais c'est ça, l'idée. Donc, là, typiquement, lui, il va faire une croix sur une bonne partie de son salaire selon le prix de marché auquel il devrait être payé. Maintenant, il va te dire en contrepartie, mais oui, mais tu me donnes 3% du capital. Par exemple, finalement, vous vous mettez d'accord pour 2% en contrepartie. C'est un exemple hein, que je donne. Euh, et donc, forcément, si vous avez déjà 2% qui vont partir à un lead dev et que vous avez 3, 4 autres recrutements qui vont pouvoir vous demander un peu plus, mettons, en fait, c'est pas 2%, vous allez lui donner 3, voire 4% du capital, forcément, les 5%, vous les atteindrez assez vite. Et donc, est-ce que vous allez ensuite aussi donner du capital à l'ensemble des collaborateurs ou qu'à une certaine partie? Eh ben, ça aussi, c'est une question qui va impacter le pourcentage du capital que vous allez devoir réserver à ce moment. Et donc, ce moment, c'est quand? Ce moment, c'est soit l'occasion ou le besoin de faire ressentir. Donc, il faut faire une décision d'associé pour pouvoir réserver le capital, donc soit les 5 ou 10%. Ou alors, c'est à l'occasion d'un prochain d'un tour de financement. Et c'est dans la lettre d'intention quelque chose qui est toujours très standard de prévoir. Et donc, bien anticiper et bien comprendre en quoi ça consiste. Ensuite, une fois qu'on s'est dit, OK, on va réserver par exemple 5%. Il n'y a pas de lead dev à recruter, très bien. Il y a juste quelques 2, 3 personnes. Et de toute façon, quand vous prévoyez ces 5%, demain, lorsque vous allez faire un prochain tour de financement ou quand vous allez évoluer et que vous avez d'autres besoins de recrutement, vous pourrez toujours faire évoluer ce pourcentage et passer de 5 à 10, par exemple, parce que, mettons, post-série A, vous faites une levée, je sais pas, de 3 millions d'euros, vous avez un plan de recrutement avec une quinzaine de personnes, vous voulez intéresser tous les collaborateurs. Ah oui, là, il faudra peut-être passer de 5% qui était réservé à 10% pour intéresser tous vos salariés au capital. Une fois que vous êtes mis d'accord sur ce pourcentage-là, donc du capital, eh ben, comment on va mettre ça en place concrètement? Eh ben, il y a des conditions qu'il faut prévoir. Et ça, ce sont les conditions que vous allez prévoir dans le règlement du plan de BSPCE. Donc, la première étape, c'est déjà, évidemment, de définir quelle est la mécanique que vous allez utiliser, bien la comprendre, les BSPCE, OK. Deux, c'est de vous dire quel pourcentage du capital je vais réserver. OK, on se l'est dit, 5%, très bien. Maintenant, troisième étape, ça va être de se dire, mais c'est quoi les conditions? Quand je vais donner des BSPCE, je vais les donner sous réserve que la personne reste un certain temps dans la société. Est-ce que j'utilise des critères de performance ou est-ce que j'utilise du vesting? Vous voyez que la majorité utilise des critères purement de présence dans la société. Beaucoup moins utilisent des critères de performance, mais une bonne partie aussi utilise les deux. Sachant que vous, quand vous êtes à un stade très jeune, les critères de performance, ils vont évoluer. Ils vont évoluer en fonction de votre business model, ils vont évoluer en fonction de l'évolution de l'activité de la société. Donc, ce qui est certain, c'est que, en tout cas, au début, nous, on vous recommande de prévoir principalement des conditions de vesting. Après, s'il y a certains profils qui méritent d'avoir vraiment une logique de performance en fonction de l'actionnariat et donc de l'intéressement capital qu'on va donner, aucun souci. Vous pouvez le prévoir. Vous pouvez prévoir de toute façon l'un ou l'autre ou les deux, comme vous le souhaitez. Et donc, avec les BSPCE, c'est d'autant plus flexible de prévoir ces différentes conditions avec le bénéficiaire ou la bénéficiaire. Donc, si on se dit, OK, on va prévoir des conditions de vesting, après, on revient aussi sur, OK, mais est-ce que j'attribue à tous les salariés ou pas? Donc ça, on s'est dit, nous, de toute façon, on va intéresser peut-être tous les premiers salariés du capital qu'on va recruter là en précide. On va tous les intéresser au capital. Et vous voyez ici que 70% des entreprises partagent le capital avec tous leurs salariés.
versus 56% en 2022, avec notre baromètre donc de 2022. C'est quand même assez conséquent. Après, toutes les startups, elles, ne sont pas forcément dans cette dynamique et c'est vraiment en lien avec votre culture. Chaque entreprise, ce qu'on met ici, hein, doit façonner sa propre politique de partage du capital et définir les critères qui permettent de dire oui, toi tu vas en avoir, toi tu vas pas en avoir, sachant que c'est discrétionnaire, sous réserve que ce soit pas évidemment discriminatoire avec une différence de traitement non justifiée pour X ou Y raison. Donc, ça, ce sont les éléments vraiment à avoir en tête. Ensuite, sur la période de vesting, on s'est dit, OK, nous, on va prévoir principalement du vesting dans notre cas de figure, parce qu'il y a quelques salariés, mais ici, combien de temps on va laisser? Et donc, vous voyez là les éléments qu'on vous partage. À combien de temps la période de vesting? Généralement, c'est 4 ans. Le standard, ce qu'on voit de manière très, très, très courante et très, très standard, c'est 48 mois de vesting. Et donc, ces 48 mois, après, on a vu quelques alternatives quand même, où c'est plutôt 36 mois. Mais pourquoi? Quel est le rationnel derrière ces 48 mois? Ben, on peut corréler ça au fait qu'en moyenne, le turnover, c'est 3 ans pour des personnes qui vous rejoignent. Euh, pour certaines entreprises, c'est peut-être plus, pour d'autres, c'est moins. Mais en tout cas, le turnover, c'est clairement quelque chose à avoir en tête en termes d'indicateurs clés quand on est manager et quand on est à la tête de son équipe. Hein, parce que le turnover, ça coûte très cher, que ce soit le recrutement, que ce soit des mauvais recrutements aussi, hein, forcément. Mais bref, pour revenir à la notion de vesting, 48 mois, c'est aussi en lien avec généralement le moment où il peut y avoir une première monétisation éventuelle au bout de 48 mois. Mais ça, pareil, encore une fois, c'est quelque chose qui est très, très spécifique à chaque projet. Certains projets qui n'auront jamais de monétisation parce qu'ils seront fermés. D'autres qui peuvent mettre, je sais pas, 10 ans avant d'avoir une logique de monétisation du capital, soit avec le rachat de la société ou autre. D'autres, peut-être, ça peut être beaucoup plus rapide, 3 ans ou 4 ans, je ne sais quoi. Donc, c'est ça à avoir en tête. En tout cas, le standard, c'est celui-ci. Donc, c'est une logique vraiment long terme. On revient sur cette partie, cette notion essentielle. 36 mois, bon, on voit qu'il y a un décalage ok, d'un an. Et après, rien n'empêche de toute façon d'avoir une politique qui permet de pouvoir réattribuer des BSPCE à l'issue du vesting, que ce soit même après avoir fait les 48 mois, que ce soit même à la moitié. Au bout de 24 mois, on réattribue de nouveaux BSPCE qui permettent là encore de repartir sur une logique de 48 mois. On peut clairement avoir cette logique-là, ce qui est une logique de evergreen, hein, sur cette logique de partage du capital. Mais ici aussi, ce qui est important à avoir en tête, c'est que souvent, les BSPCE donc, sont donnés à compter donc pour une période de 48 mois, c'est-à-dire que si je te donne 100 BSPCE, eh ben, c'est au bout des 4 ans, des 48 mois, que tu auras la possibilité d'acheter les 100 actions sous-jacentes en exerçant les 100 BSPCE que je t'ai donnés. Parce que tu as rempli, toi, ton contrat, qui est celui de rester au moins 4 ans pour exercer la totalité des BSPCE. Est-ce que vous pouvez les exercer avant l'arrivée des 48 mois? Oui, c'est un des paramètres qui sera à prévoir dans le règlement du plan de BSPCE dont on parlait. Donc, pareil, côté salarié, c'est à bien avoir ça en tête. Et donc, vous, côté employeur, à bien communiquer sur ces différentes conditions via, je sais pas, une page Notion où vous récapitulez un peu les principales conditions. Utilisez une plateforme comme Seallegals, par exemple, pour gérer vos plans. Comme ça, ils peuvent retrouver sur leur portail à la fois leur contrat, les principales conditions, un graphe qui rappelle le vesting et où ils en sont. Clairement, ça aide énormément. Euh, il y a toute forme de façon de pouvoir le faire, mais la pédagogie, évidemment, ça participe aussi à voilà, impliquer vos salariés. On revient à l'élément qui est une des raisons principales pour laquelle vous mettez en place la logique de partage du capital, en tout cas, selon les retours du baromètre. Ensuite, on a un autre élément qui est à avoir en tête, c'est la notion de cliff. Le cliff, c'est quoi? En fait, c'est un peu comme une période d'essai. Est-ce qu'il faut mettre en place un cliff? Un cliff, ça va être quoi? Ça va être dans cette logique de 4 ans de vesting, vous avez la première année. C'est une première année où on va acquérir 0 BSPCE. Donc, c'est-à-dire progressivement, vous allez obtenir les BSPCE, donc le droit d'acheter les actions, comme vous l'avez compris. Donc, les 4 ans, la fréquence de vesting, ça peut être voilà, chaque année, chaque mois, chaque trimestre. Mais pour cette première année, c'est souvent, en fait, tu n'as rien. C'est-à-dire qu'il faut au minimum que tu aies un an pour acquérir l'un tes premiers BSPCE. Ça s'appelle Cliff. Pourquoi? Bah parce que on est sur une logique où tu n'as rien pendant un an, mais à la fin de cette première année, bah, tu as acquis
Là, si c'est 4 ans le vesting, donc 1/4, donc un quart, 25% des BSPCE que je t'avais donné. Donc, je t'en avais donné 100. À la fin de cette première année, tu en as 25 qui sont là, qui sont acquis. Est-ce que je peux les exercer maintenant? Donc, aucun intérêt de les exercer maintenant si on est déjà dans la société. Et s'il n'y a pas de personne qui peut les acheter, les actions issues des BSPCE derrière. Mais, encore une fois, c'est à voir ce qui est indiqué dans le règlement du plan de BSPCE. Donc, le cliff, généralement, et le standard, c'est de prévoir un cliff qui est de 12 mois. C'est la très, très grande majorité, d'où l'exemple que je donnais. Après, vous pouvez faire varier hein, ces différents éléments, mais la logique ici, c'est de prévoir en gros cette mesure et à corréler avec une logique très pratique hein, et un prototype aussi à avoir en tête, c'est-à-dire que quand vous attribuez des BSPCE, c'est pas il y a votre salarié qui vient de rentrer dans les effectifs, donc vous avez fait signer le contrat de travail, il faut tout de suite, vite, vite, vite donner des BSPCE. Non, parce que les BSPCE, ce n'est pas quelque chose qui se retrouve dans le contrat de travail, ce qui correspond au salaire. C'est quelque chose qui se retrouve dans d'autres documents, donc la lettre d'attribution des BSPCE, le plan de BSPCE, le règlement du plan de BSPCE, et autres qui viennent sur la partie actionnaire, capital, partage du capital, actionnaire et salarié. Et donc, on est sur une logique de document juridique qui est différente. Et donc, cette temporalité, elle est aussi différente. Donc, je m'explique. Quand vous avez un nouveau recrutement et que vous voulez intéresser au capital un salarié, vous n'avez pas à faire signer et donner tout de suite les BSPCE au moment de la signature du CDI. Peut-être que vous avez indiqué ça dans la proposition d'embauche, mais vous ne l'indiquez ni dans le contrat de travail. Vous allez ensuite mettre en place l'attribution des BSPCE, généralement au moment où la condition de la période d'essai est validée. Enfin, c'est au moment où on valide la période d'essai, donc après 4 mois ou après 8 mois si elle est reconduite. Généralement, c'est ça, à voir en fonction aussi de ce qui est prévu soit dans la convention collective ou en fonction aussi du profil de votre salarié. Mais c'est à ce moment que vous allez attribuer les BSPCE, ce qui permet aussi de solenniser le fait que voilà, la période d'essai est validée, on est content et c'est très bien. Et en plus, voilà, comme c'était prévu, on t'attribue les BSPCE, sachant que le vesting, lui, vous pouvez le faire commencer rétroactivement à la date de signature du contrat de travail. Ce qui fait que ça n'a aucun impact. Le fait que vous donniez, par exemple, des BSPCE 8 mois après son entrée dans les effectifs, ce sera déjà pris en compte dans le calendrier de vesting qui était prévu dans le règlement du plan de BSPCE. Et donc ça, évidemment, c'est quand même plus à l'avantage du salarié. Pour vous, employeur, est-ce que c'est plus à votre avantage de prévoir un vesting qui commence à compter de la date d'attribution? Pas forcément, parce que la logique, c'est d'être quand même assez équitable vis-à-vis du salarié à qui vous donnez du partage du capital. Bref, toutes ces logiques à avoir en tête. Mais vous l'avez maintenant. Donc, quand on a dit ça, effectivement, toujours prévoir un cliff, prévoir un vesting, donc généralement qui est de 48 mois, un cliff qui est de 12 mois, donc c'est 48 mois, dont 12 mois, la première période de 12 mois qui correspond à ce cliff. Éventuellement, vous pouvez prévoir, bien sûr, des 24 mois, tout ça est modulable et on vous permet en tout cas de le faire sur Seed Legals. Et passer ce cliff, donc passer la première année de 12 mois, ensuite, quelle est la fréquence de ce vesting? La fréquence du vesting, elle peut être soit mensuelle, soit trimestrielle, soit, vous voyez, annuelle ou semestrielle. Généralement, ce qui est choisi, c'est plutôt, vous voyez, hein, la très grande majorité, soit mensuel, soit trimestriel. Trimestriel, moi personnellement, j'aime bien, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet justement d'avoir, certes, une moindre granularité dans la logique de fréquence du vesting, c'est-à-dire que tous les trimestres, on acquiert les BSPCE correspondant au trimestre passé. Pourquoi j'aime bien ça aussi? C'est parce que c'est souvent corrélé avec la période de préavis, qui est généralement de 3 mois. Donc, on sait que s'il y a une personne qui va partir, bah, elle va continuer à vester euh, son dernier trimestre. Et après, elle pourra partir en fonction, voilà, si c'est un départ. Donc, sous forme de démission, c'est possible de le faire ou voir sous forme de rupture conventionnelle. Et donc, pourquoi on prévoit un vesting avec une granularité quand même un peu plus fine de 1 mois ou 3 mois versus 12 mois ou plus? Justement, c'est pour éviter des biais où certains salariés se diraient, OK, mais j'aimerais bien partir, mais je me dis, bon, la société, quand même, elle fonctionne pas mal, elle tourne bien. Et donc, je vais rester pour vester là, mes derniers. Donc, j'attends au moins la fin de ma dernière année là, de vesting avant de me dire, je m'en vais. Donc, ce qui nivelle potentiellement par le bas avec des rétentions pour de mauvaises raisons. En tout cas, c'est le rationnel qui est souvent donné.
pour pouvoir mettre en place des vestings qui sont de 1 et 3 mois, passer cette période de cliff. Donc, une fois qu'on a eu ces premiers 25%, tous les mois, on a soit 2%, donc, 1,48e tous les mois, soit 3,48e, quoi. Donc, c'est environ 6% qui est acquis par trimestre. Voilà l'idée. Donc, ensuite, sur les conditions d'exercice, pareil, vous pouvez aller dans une certaine granularité, donc, enfin, en tout cas, prévoir les conditions. Est-ce que c'est n'importe quand? Donc, nous, on voit qu'il y a une très grande majorité, c'est en cas de départ ou d'exit, donc de monétisation, que l'exercice peut être fait, ce qui évite des formalités éventuelles. Il y a une bonne partie aussi, c'est quand même à tout moment ou pendant des fenêtres d'exercice, c'est-à-dire c'est des périodes dans l'année où on permet de prévoir ça. Donc tout ça, évidemment, c'est des choses que vous pouvez paramétrer sur la plateforme. Il y a une notion aussi qui est la clause d'accélération. Clause d'accélération, ça, c'est quand même un élément un peu technique, mais à avoir en tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez un salarié qui a des BSPCE, typiquement, moi j'ai des BSPCE, on m'a donné 100 BSPCE avec 4 ans de vesting, 1 an de cliff, j'ai fait 2 ans. Donc j'ai acquis 50 BSPCE sur les 100 qui m'ont été donnés. J'ai mes 24 mois sur les 48. Mais il y a la société qui est rachetée à ce moment-là. Elle est rachetée, donc j'ai acquis que 50%. J'ai fait que 24 mois sur les 48. Mais est-ce que donc le rachat de la société-là va accélérer, va déclencher l'accélération des 50 BSPCE que je n'ai pas encore acquis, donc qui va faire en sorte que je pourrais exercer la totalité de mes 100 BSPCE, alors que j'en ai vesté que la moitié, 24. C'est ça, la clause d'accélération. Donc ça fait assez débat. Ça dépend. Certaines sociétés le prévoient et c'est en gros pour se dire bah oui, c'est logique. D'autres, à l'inverse, disent non. Il n'y a pas de clause d'accélération parce que si on a rejoint le projet, mettons, il y a 1 an à peine et qu'on peut exercer la totalité des BSPCE, et si tout le monde, en gros, peut exercer les BSPCE et revendre les actions à l'occasion du rachat de la société, bah, la société, l'acquéreur, lui, il veut aussi conserver les équipes. Donc, il va devoir remettre en place toute une logique de partage du capital, d'intéressement. Ça va peut-être coûter. Donc, ce sera aussi un élément de négociation, peut-être pour tirer vers le bas la valorisation à ce moment du rachat, par exemple. Ce qui peut justifier que ce serait une casuistique, enfin, ce sera un élément euh, vraiment à déterminer au moment du rachat de la société. Donc, on préfère ne pas en prévoir et on verra à ce moment-là. À l'inverse, d'autres disent non, on prévoit qu'il y a tout le monde, mais on pourra ajuster si besoin. Sachant que vous pouvez aussi conditionner l'accélération au fait que la personne, elle ait au moins 1 ou 2 ou 3 ans d'ancienneté pour voir l'accélération se déclencher. Donc, il y a des éléments à prévoir, mais vous voyez et comprenez en tout cas le principe et la logique. Voilà un peu pour les principales conditions qu'on observe côté BSPCE. Et donc, en tout cas, j'espère que ça va vous permettre d'être un peu plus concret, plus utile. Sur Site Légal, on a mis aussi en place donc, toute une offre qui vous permet de pouvoir à la fois mettre en place vos plans de BSPCE ou alors aussi pour intéresser au capital vos advisors. On a également un service spécifique qui vous permet de vous aider à déterminer votre politique de partage du capital et qui vous permet de pouvoir déterminer les critères à pouvoir utiliser pour dire je te donne toi 100 BSPCE, toi je t'en donne 50, toi je t'en donne 80, pour, à l'instar d'une grille de salaire, pouvoir définir votre politique d'attribution de BSPCE. Et donc ça aussi, on vous permet de le faire. Et maintenant, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je peux répondre? Sinon, tous les éléments, évidemment, vous pouvez les retrouver à la fois sur notre vidéo enfin, nos vidéos YouTube, à la fois sur notre blog. Et si vous voulez poursuivre aussi les échanges, n'hésitez pas. J'ai posté là le lien pour réserver une démo avec nos experts, ce qui permettra de mieux comprendre aussi comment on pourrait vous accompagner là-dessus. En tout cas, j'espère que c'était utile ce matin. Est-ce que vous avez des questions? Je vais attendre un petit peu s'il y en a. Sinon, je vais mettre un terme à cette masterclass en espérant que vous ayez été utile. Et pas de questions. Et ben c'est parfait. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien de la journée et n'hésitez pas si vous souhaitez échanger avec le lien, prenez une démo ou alors avec les contenus qu'on a sur notre chaîne YouTube, notre blog et autres. Bonne journée à tous. Salut!